table ronde, Global Mapper au défi de l'évolution de la géomatique. Pourquoi est-ce que je disais que avec leur demande d'amélioration, Sébastien et Joseph me faisaient une transition toute trouvée? C'est parce que je pensais peut-être pour introduire ce temps final de la journée, vous proposer une petite présentation de l'histoire de Global Mapper. Alors rapidement, je m'excuse auprès des personnes qui seraient là et qui auraient déjà assisté à une de nos formations, par exemple, parce que c'est quelque chose que j'aime bien présenter en introduction de formation. Je rajouterai peut-être quelques informations ci et là, mais ça me paraissait en tous les cas bien adapté d'aborder la chose à ce moment-là. Alors, ça ne va pas durer très longtemps, hein, 5-10 minutes. Juste, voilà, revenir sur comment Global Mapper est né d'abord et comment est-ce qu'il a évolué, et revenir sur la philosophie un petit peu du logiciel avant de vous soumettre deux questions principales pour lancer les échanges. Donc, Global Mapper, il est né de la rencontre de trois facteurs que je vais illustrer juste ici. Donc, l'arrivée de Windows 95, qui a constitué à l'époque une fabuleuse innovation informatique. J'étais peut-être un peu trop jeune personnellement pour m'en rendre compte, mais on me l'a raconté, avec des ordinateurs redessinés, conviviaux par leur graphisme et surtout installés sur le bureau de tout à chacun. Et puis, il y a des personnes de l'USGS, donc de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, qui à ce moment-là ont tout de suite porté une attention particulière à cette innovation. L'agence s'est, pour ainsi dire, laissée inspirer en lançant un projet de développement d'une application gratuite permettant de visualiser ces jeux de données qui étaient alors, à l'époque, en plein essor. Et le développeur principal de ce projet n'était autre que Mike Child, qu'Alain nommait en tout début de journée, dont le nom d'ailleurs deviendra presque le synonyme de Global Mapper au cours des 2 décennies qui suivront la création du logiciel. Et cette application, à l'époque, elle ne s'appelle pas encore Global Mapper, mais elle s'appelle DLGV 32. Elle voit le jour en juin 1997. Alors, ce nom un peu abrupt, DLGV 32, il sort pas de nulle part, mais il correspond à 3 choses bien précises. On a DLG qui correspond à Digital Line Graph, qui est le nom donné au fichier de données vectorielles qui était produite par l'USGS. V, ça signifiait viewer. Il s'agissait à l'époque d'un simple viewer, visualisateur. Et puis 32 pour le système d'exploitation 32 bits qui était pris en charge par l'application. Voilà, donc comparé au Global Mapper qu'on connaît aujourd'hui et comme on nous l'a présenté depuis ce matin, DLGV32 à l'époque c'était un outil extrêmement simple qui prenait en charge un seul format de fichier. Je reviendrai tout à l'heure sur la question des formats de fichiers. Faut pas hésiter non plus à nous faire remonter des demandes en ce sens. L'équipe, encore une fois, de Blue Marble est très attentive à cela et on voit des formats de fichiers intégrés à Global Mapper très régulièrement. Global Mapper qui est d'ailleurs connu, et ce depuis très longtemps, pour sa grande capacité à importer et exporter plus de 350 formats de fichiers. Il y a des utilisateurs qui ne l'utilisent que comme un outil de conversion. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. DLGV 32, eh bien, c'est un outil qui n'avait aucune capacité d'analyse, ni d'édition, ni même d'exportation, donc qui correspondait vraiment au tout point au V de viewer qui était contenu dans son nom. Néanmoins, DLGV 32 connaît un succès assez retentissant. Bon, selon les statistiques de l'USGS, l'application aurait été téléchargée en moyenne 100 fois par jour avec un total de 60 000 exemplaires en circulation au bout des 2 premières années. En tous les cas, seulement un mois après la sortie de la version 1.0, la version 1.5 est arrivée avec la prise en charge des données DRG, notamment de l'USGS, des cartes topographiques raster produites par l'agence. Et cette mise à jour fonctionnelle rapide, ça a été vraiment le premier exemple de ce qui deviendra plus tard et encore aujourd'hui l'une des caractéristiques assez déterminantes de Global Mapper, à savoir son état de développement continu. Alors, DLGV 32, il va évoluer. Alors, je vous ai peut-être mis, oui, voilà, une petite capture d'écran de l'interface de DLGV 32. On voit un air de famille.
il y a un air de famille entre l'interface DLGV32 et le Global Mapper qu'on connaît aujourd'hui. On retrouve notamment cette emblématique barre d'échelle en forme d'arête de poisson. Et puis, que dire d'autre? Alors, d'autres améliorations suivent rapidement, notamment la prise en charge des ensembles de données, cette fois-ci terrain, produites par l'USGS, toujours. L'option qui permet d'appliquer un shader, des nuanceurs pour représenter notamment les variations d'altitude. L'intégration de la fonction de reprojection, de projection à la volée, qui pour l'époque était assez innovante et unique, permettait d'appliquer les paramètres de projection actifs à l'ensemble des couches de données au fur et à mesure qu'elles étaient chargées dans l'application. Une fonction qu'on retrouve maintenant dans de très nombreux outils SIG et qui est toujours appréciée par les utilisateurs. Et également l'intégration d'outils très basiques, mais n'empêche, des outils de numérisation dont vous avez ici une petite illustration avec un autre exemple d'interface de l'application. Voilà, et donc poussé par la satisfaction de dizaines de milliers d'utilisateurs, Mike a reconnu un marché potentiel pour une version avancée du logiciel, et c'est comme ça qu'a commencé la véritable histoire de Global Mapper. Il convient aussi peut-être de rappeler la nature de l'industrie des SIG à l'époque. En tant que discipline technique, les SIG appartenaient en grande partie à un groupe relativement restreint de personnes très qualifiées, très formées, et des applications comme Global Mapper, dans lequel DLGV32 a vite évolué, ont réussi à ouvrir, ils ont participé à ouvrir le champ de la technologie spatiale à un public de plus en plus large. Donc là, j'ai juste un petit souci d'apparition de logo, mais c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en septembre 2001, on voit la sortie de DLGV32 Pro pour la modique somme de $79. De manière plus significative, ça a permis à Mike de répondre de manière indépendante aux besoins et aux exigences de la communauté d'utilisateurs du logiciel de plus en plus croissante, et de créer des fonctionnalités en réaction directe aux commentaires et aux remontées des utilisateurs. Voilà, et puis techniquement, cette première version commerciale, c'était la version 4.0. Et donc, on verra plus tard moult versions se succéder. On connaîtra notamment ce logo, ce vieux logo de Global Mapper, qui est devenu celui-ci qu'on connaît aujourd'hui, le logo de Global Mapper Pro. Voilà pour ces quelques mots introductifs de cette table ronde. Je vous l'avais dit, ça serait très court, mais je pense que c'était pas inintéressant de revoir ce petit historique sur Global Mapper, qui permet, je le disais au tout début, de bien visualiser la philosophie aussi du logiciel. Et puisque le thème de la table ronde tourne autour de l'évolution de l'évolution des pratiques géomatiques et de l'évolution de Global Mapper, je pensais qu'il pouvait peut-être être intéressant de se questionner sur comment peut-être vous avez vu, vous, évoluer Global Mapper au prisme de vos propres utilisations des SIG et de Global Mapper, parce qu'on a, je ne me trompe pas, des utilisateurs qui travaillent tout autour de la table ici, notre table virtuelle, des utilisateurs qui travaillent avec Global Mapper depuis longue date, qui ont une perspective historique assez longue. Alors, sauf peut-être un peu moins Gabriel, mais que les autres intervenants ne le prennent pas mal. Gabriel est peut-être un petit peu plus jeune, mais avec une utilisation, bien entendu, non moins très approfondie. Mais donc voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire sur la manière dont vous avez vu évoluer le logiciel et comment vos pratiques à vous auraient pu évoluer aussi au fil du temps? Ce serait la première question peut-être. Et la deuxième question, en changeant peut-être d'échelle de temps, on voit qu'on a des problématiques d'ordre opérationnel qui ont été décrites, le lieutenant-colonel Thibault, des problématiques d'ordre peut-être de communication décrites par Yves ce matin, des problématiques aussi d'aménagement décrites par Gabriel, et puis d'autres problématiques liées au temps de l'enseignement aussi, de l'apprentissage, le temps de la recherche, qui est aussi un temps particulier qui ont été évoqués par Sébastien et Joseph tout à l'heure. Et donc, comment est-ce que Global Mapper
trouve sa place dans la gestion de ces productions avec des enjeux de différents types, tels que ceux que vous nous avez décrits depuis ce matin. Voilà, donc ce sont les deux, j'espère avoir été suffisamment claire, ce sont les deux principales questions que je vois ici auxquelles on pourrait essayer de répondre ou qui pourraient en tout cas initier discussion. Comme je l'indiquais tout à l'heure aux différents intervenants qui sont avec nous, si vous voulez intervenir juste pour que ce soit le plus fluide possible, alors n'hésitez pas à me l'indiquer soit dans le panneau de chat, soit en activant votre micro et puis ça m'indiquera vous voulez prendre la parole et je vous la donne comme ça au fur et à mesure. Qui veut commencer? Peut-être sur la première question sur comment vous avez vu vous le logiciel évoluer au fur et à mesure de votre pratique. Oui, Sébastien. Oui, merci. Non, il faut bien initier les choses. Faut bien commencer. Tout à fait. Peut-être un point, pardon, vous allez dire que c'est chez moi, ça devient obsessionnel, mais on peut toujours se poser la question, lorsqu'on a un outil dont vous avez retracé l'histoire, qui avait initialement des fonctionnalités qu'on va qualifier de basiques, et basiques dans le sens le plus noble du terme. Et aujourd'hui, de voir que l'intégration de ces fonctionnalités-là, qui ont pu être parcourues par les différents utilisateurs, qui, je le rappelle, amène un panel extrêmement large. Enfin, je pense qu'il peut y avoir encore des fonctions supplémentaires, etc. Mais globalement, il est déjà en capacité de répondre à un très large usage. Et c'est là où je veux en venir par rapport à l'évolution. La crainte qui pouvait être la nôtre, ou en tout cas qui a été la mienne à différentes reprises, c'était de dire est-ce que ces évolutions techniques vont se faire avec une dégradation potentielle des performances ou une dégradation de la stabilité. Et en ce qui nous Oui. concerne, que j'évoquais précédemment, notamment l'idée qu'on transfère à des étudiants. Un étudiant, aujourd'hui, pardon, je connais pas l'auditoire, mais on va me dire, ça y est, il a un coup de vieux. Oui, j'ai passé la cinquantaine, mais c'est vrai qu'on est dans l'instant, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir traiter rapidement les choses. Enfin voilà, les temps de calcul, les plantages, etc., c'est de moins en moins supportable pour ce qu'on pouvait envisager. Qui n'a pas connu un Windows 98 qui plantait? Vous allez me dire vous, parce que vous étiez trop jeune, mais je pense que certains d'entre nous sont en train de sourire en disant, mais en fait, nous, on passait notre temps à avoir c'était pas le blue screen of the day, c'était les 5 ou 6 écrans bleus de la journée, quoi. Donc voilà. Et Oui. ça, c'était une crainte potentielle. Et cette évolution-là, elle a été plutôt bien gérée, voire très bien gérée. Et la stabilité et l'extension du domaine des possibles de Global Mapper et des traitements qui sont faits avec n'ont pas été faits, je dirais, sans renier sur ce point-là. Et ça, c'est un point qui est pour nous extrêmement important. Après, le deuxième élément que je peux, moi, identifier, c'est aussi la capacité à avoir des fonctions qui ont évolué, mais pour lequel le souci de simplification de l'accès à cette fonction-là reste une priorité. C'est-à-dire que, une fois de plus, on a des utilisateurs qui sont accompagnés dans l'utilisation qui va être faite, je ne sais pas, par exemple, d'un outil de co-visibilité, avec des terminologies qui font référence à des choses qui, normalement, lorsqu'on a à peine touché au domaine et qu'on s'en y est à peine intéressé, on est en capacité de transcrire directement dans les boîtes de dialogue qui sont fournies. Et ça signifie que la terminologie qui peut être utilisée dans le logiciel et les éléments qui vont être produits, il y a souvent des petits commentaires qui sont produits, enfin voilà, contextualisés, quand on appelle une fonction, sont extrêmement utiles. Donc voilà, moi ces éléments-là, je les ai vus évoluer et c'est quelque chose qui effectivement est pour nous un critère clé. Bon voilà, après il peut y avoir d'autres choses, mais je ne vais pas mobiliser la parole. Mais c'est des points, c'était ça, c'était évolution, élargissement du domaine de compétences, oui, mais si c'est au détriment de la Oui. stabilité, potentiellement des ressources, enfin, etc., s'il faut qu'on redéploie des machines énormes là-dessus, c'est pas la peine. Ben non, c'est pas le cas. Et ça, c'était une vraie gageure, et je pense que c'est plutôt bien géré. Et puis la dimension pédagogique que j'évoquais. D'accord. Des réactions par rapport à ce que vient de dire Sébastien? Ou en complément? Alors pour moi, Oui, donc lieutenant-colonel effectivement, Thibault?
Oui, alors je rejoins complètement Sébastien, hein, j'avoue, sur le côté, effectivement, évolution de Global Mapper tout en gardant en fait des performances, c'est en ça en fait que, bah, nous, pour les militaires, on a besoin d'être réactifs, de pouvoir anticiper, de pouvoir charger énormément de données et en ce sens, bah, oui, Global Mapper, répond complètement aux besoins et c'est vrai qu'au cours du temps, en fait, on a vu vraiment une évolution cruciale où on est passé effectivement des activités basiques de création, de numérisation un outil qui a des outils d'analyse qui sont vraiment assez denses, assez complexes dans le sens dans le calcul, mais assez simple d'utilisation. Mhm. Et ça, hyper abordable en fait pour l'utilisateur. Et là où il y a eu vraiment un bond, je pense où on est passé vraiment sur un sujet vraiment plus complet, c'est avec l'intégration en fait de tout ce qui est données en fait outils topologiques avec les opérations spatiales. On est vraiment passé sur des intersections, enfin voilà, sur des fusions d'éléments, etc. Et puis sur l'aspect 3D. L'aspect 3D, vous avez été un petit peu, je Mm. pense, leader en fait sur le côté intégration LIDAR, sur le traitement. On l'a vu les classifications avec la présentation de ce matin de d'Yves et de Gabriel, qui était aussi intéressante. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement dans cet aspect-là, pour moi, Global Mapper est un SIG qui est compact et qui est performant. En ce sens, on n'a pas besoin de 10 000 extensions. On aurait pu s'attendre à avoir une extension pour ceci, une extension pour telle option, pour telle fonction. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a tout dans un SIG et on va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a tout à portée de main et c'est puissant, c'est réactif, c'est performant. Voilà. Donc là-dessus, je pense qu'en termes d'évolution, on va vers je pense qu'on affronte un peu le monde demain où effectivement on va vers du big data, vers de la donnée qui est assez massive et on garde encore ces Mhm. performances-là. On l'a vu là, j'étais très intéressé par les performances en fait qui ont été affichées par la présentation, la dernière présentation par Sébastien et Joseph sur les performances de Global Mapper. Tout à fait intéressant de voir qu'on a des capacités divisées par 5 en chargement, ce genre de choses. Voilà. Oui, merci. D'autres réactions? Euh, Quand au siècle dernier, j'exerçais en libéral, j'ai utilisé un autre logiciel de Blue Marble géographique qui s'appelait Geographic Transformer. Et qui, donc, je ne sais pas s'il y a un lien avec Global Mapper ou pas du tout, mais à l'époque, déjà, ce petit logiciel pour 700, je viens de retrouver la facture, 795 $, qui bien sûr tenait sur 3 disquettes et qui tournait sous Windows 95, permettait de produire des orthophotos alors que en ce temps-là, les orthophotos, c'était une station Unix et des logiciels très 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 coûteux. Donc voilà, Mhm. je me demandais s'il y avait une filiation quelque part entre ce Geographic Transformer et Global Mapper, puisque c'était Là, pour par- l'éditeur était Blue Marble. Oui, pour parler de ce temps-là, je vais laisser la parole à Alain, du coup. C'est gentil, oui. Vu mon âge, c'est indiqué. L'écart de siècle. Oui, en fait, ça me rappelle le bon vieux temps quand chez Blue Marble, donc avec lesquels on travaillait bien avant qu'ils intègrent Global Mapper à leur offre, il y avait une série d'utilitaires, dont Geographic Transformer et un qui s'appelait aussi Geographic Calculator, mais celui-ci existe toujours. Alors, ce que je peux dire sans rentrer dans le détail, c'est qu'à l'évidence, en intégrant Global Mapper à l'offre logicielle dans une société Blue Marble Geographics qui avait déjà une énorme notoriété dans tout le domaine de la translation de formats de fichiers, dans le domaine du traitement de la géodésie, ils ont vraiment un savoir-faire exceptionnel là-dedans. On peut se douter qu'il y a eu des interactions entre les produits, pour le dire ainsi, qu'en particulier des technologies de leurs anciens produits ont intégré Global Mapper, c'est clair. Alors après, de manière très différente, moi, ce que je peux dire de manière concrète, c'est que au final
de l'offre de cette série enfin petit, ça n'a évidemment aucune connotation péjorative, mais il y a donc bien longtemps, les différentes fonctionnalités étaient scindées en différents, je suis très schématique là, mais en différents logiciels. Beaucoup ont contribué à améliorer Global Mapper, c'est clair, et il reste de cette offre historique Geographic Calculator, qui finalement est aussi intégré d'une certaine manière à Global Mapper, puisqu'il y a un moteur qu'on appelle GeoCalc, auquel on peut faire appel dans Global Mapper. Alors, je ne vais pas rentrer dans les aspects strictement commerciaux, mais c'est vrai qu'il faut être doté de la licence de Geographic Calculator, qui est un produit extrêmement performant. Alors, une chose est de faire les choses, mais une autre est de les faire bien. Et en matière de transformation de projection, par exemple, lorsque c'est un besoin qu'on a dans nos métiers, je dirais, et pas seulement parce que nous en distribuons les produits, mais qu'on peut faire confiance au savoir-faire de Blue Marble et à la précision des translations. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de Yves. Mais oui, tout à fait. voilà, c'est ainsi que les choses se sont passées. Et alors, si je peux me permettre peut-être un avis personnel, c'est que finalement, Global Mapper était déjà en 2011, lorsqu'il intègre l'offre de Blue Marble, un produit extrêmement robuste, très réputé sur les capacités, comme je l'ai dit ce matin, sur les translations de format et bien d'autres choses. Mais ça n'a été que vraiment bonifié en entrant, alors je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais dans l'écosystème de Blue Marble, qui est une société vraiment particulière, qui n'est pas familiale, hein, mais qui je le dis vraiment sincèrement, hein, prend en compte les besoins des utilisateurs et a une approche vraiment, je dirais presque, pardonnez-moi l'expression, mais humaniste, voilà, je ne veux pas en faire trop, mais du métier d'éditeur de logiciels. Et peut-être j'aurai l'occasion après, mais j'entendais parler tout à l'heure de format, je crois, et en ce moment, on est en plein sur le sujet pour des sollicitations par différents clients, notamment d'ailleurs le ministère des Armées, je crois pouvoir le dire. Ils sont extrêmement réactifs. Nous, on a un plaisir à travailler avec les développeurs de Blue Marble, avec lesquels on a des relations quasiment quotidiennes, parce qu'ils sont très à l'écoute, non seulement bien sûr des utilisateurs qui peuvent exprimer des besoins en direct, mais de ce que nous pouvons leur transmettre ou des problématiques qu'on peut leur amener, comme l'a dit Sofiane, au moment du support technique. Et sur ces questions des formats, parce que bon, c'est très édifiant de parler de comment a évolué au fil des longues années Global Mapper, mais sur ces fondations, on peut dire sans crainte qu'il y a une évolution enfin, il y a un souci apporté par l'éditeur et les développeurs de faire évoluer constamment en fonction des besoins dans différents métiers. Voilà, ce serait long de rentrer dans les détails. Mais voilà, bon là je suis allé un petit peu au-delà de la question initiale, mais oui, en effet, il y a je sais pas comment dire, un cousinage entre ces outils de l'époque et Global Mapper, qui finalement fait des choses que faisaient ces outils à l'époque. Et par contre, pour des raisons diverses, mais aussi techniques, hein, Geographic Calculator a lui gardé son originalité, sa particularité à laquelle on fait appel depuis Global Mapper. Voilà. Merci. Merci Alain. Des réactions par rapport à ça? Gabriel? Oui, alors moi c'était pas une réaction par rapport à ça, donc je ne sais pas du tout si Yves a des éléments sur lesquels il veut rebondir, mais c'était plutôt pour des propos, peut-être pas sur le passé, mais sur le futur, je ne sais pas. Oui. Des idées. En fait, donc je ne peux pas témoigner sur mon usage passé de Global Mapper vu que ça fait à peine un an que j'ai testé et que je suis sur le logiciel. Donc voilà, un peu nouvel arrivant. Mais c'est vrai que pour l'anecdote, c'était l'année dernière quand je cherchais des outils de classification de nuages de points. C'est donc Yves qui est installé juste à côté de moi dans le bureau qui me dit bah, Global Mapper c'est fait pour ça. Donc j'ai testé, je suis tombé dedans et c'est vrai que je fais pas mal de tests, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent un peu moins. Mais en tout cas, ce qui m'a énormément intéressé dans ce module LIDAR, cet ex-module LIDAR de Global Mapper, donc qui fonctionne sur la version Pro, c'est vraiment le côté paramétrable. Autant il y a plusieurs logiciels de classification de nuages de points LIDAR qui sont, on va dire, assez puissants, mais qui sont des boîtes noires totales. Et dès qu'on commence à échanger avec l'éditeur, de savoir comment ça fonctionne, quelles sont les variables utilisées, comment est-ce qu'on peut paramétrer, ben c'est totalement en boîte noire et on ne peut pas vous dire. Ce qui est un peu embêtant quand on veut faire de la classification sur une zone, vous l'avez vu sur la présentation, assez variée.
assez diverses. Et comme on dit, toutes les personnes qui ont présenté aujourd'hui, c'est vrai que c'est un des grands avantages quand on est un minimum scientifique sur les SIG et sur Global Mapper, c'est qu'on a la main sur pas mal de paramètres et on peut vraiment avoir des résultats très variés, du plus précis jusqu'au plus décorrélé en changeant ces paramètres. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur ce logiciel et sur nos cas d'usage. Ce qui me permet en fait de peut-être poser aussi une autre question, tendre une perche, c'est de savoir si dans le futur, dans les éditions futures de Global Mapper, en tout cas sur le côté analyse, apprentissage, classification sur du nuage de points, est-ce qu'il y aurait des développements prévus pour se baser un peu sur l'intelligence artificielle et du machine learning? Je m'explique, donc là, comme c'est vraiment de la classification très paramétrée sur lequel l'utilisateur a lui-même la main sur les paramètres, est-ce que dans le futur, on peut s'imaginer des versions où on passe en paramètre, par exemple, du sol, et l'algorithme de classification va apprendre de ce qu'on va lui passer en sol et va adapter ces paramètres de façon à coller le mieux, en tout cas sur notre zone d'étude, pour classifier au mieux les points. Donc voilà, ça c'est un peu une perche tendue sur le futur de Global Mapper et les petites idées qui me viennent comme ça. Mais je pense que ça peut être fait sur plein d'autres outils, ce côté machine learning et intelligence artificielle. Voilà, je vous laisse la parole. Alain, Parce que, oui. tu veux répondre? Typiquement, c'est le genre de question à laquelle je suis suffisamment aguerri pour répondre en 2000 langues de bois, on va dire. Parce qu'il n'est pas très. Bon, quelles que soient les qualités de l'entreprise Blue Marble et les nôtres, on ne peut pas rentrer dans le détail trop sur l'aspect technologique, enfin de ce qui va arriver dans le futur. Ce que je peux dire sérieusement sur la question, c'est que alors Global Mapper en tant que entité standard va persister. Parce que c'était une demande de beaucoup d'utilisateurs. On voit arriver l'extension Pro, mais est-ce que ça veut dire que demain, en gros, on va devoir payer 2 fois plus et sans la possibilité d'avoir la version standard? Et non, le Global Mapper standard va persister. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que l'extension Pro, mais je vais répondre qu'à moitié ou au tiers à la question posée, va fortement évoluer dans les années à venir, en fait. Et c'est peut-être on peut dire, c'est la raison pour laquelle elle s'appelle plus module LIDAR, même si la question du traitement, de la classification et justement de ces questions éventuellement d'intégration de l'intelligence artificielle, qui est on ne peut plus à la mode en ce moment, restera centrale, mais avec d'autres apports. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça l'extension Pro. Mais ma réponse sera forcément insatisfaisante. Je ne suis pas certain et même plutôt bien convaincu du contraire. Je ne pense pas que Blue Marble Geographics en dirait plus sur le sujet. Moi, ce que je suis autorisé à dire, c'est que en fait, l'extension Pro, comme d'ailleurs la partie standard, mais l'extension Pro est amenée à évoluer dans les années prochaines, quoi. Bon, en disant ça, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, en fait. C'était une bouteille à la mer, plus une proposition, des idées, à savoir que sur ce côté un peu apprentissage, pour l'instant, vous l'avez compris de la présentation ce matin, je le fais un peu manuellement, en disant que voilà, je vais avoir des choses que je connais du territoire, je vais mettre des paramètres, je vais voir ce qui marche pas, je vais noter, et au fur et à mesure, pour certaines zones, on va avoir une certaine façon de faire. Donc c'est du human learning, on va dire. Oui, mais tout à fait, hein, c'est vraiment la réflexion qu'on se fait intuitivement, même sans être confronté directement à vos problématiques, en vous écoutant ce matin. Oui, ça, c'est certain. Et très sincèrement, même cet exposé de ce matin est tout à fait évocateur pour les gens qui travaillent directement sur le devenir du logiciel, hein, ça c'est clair. Bien. Merci Gabriel, merci Alain pour la réponse. Joseph, est-ce que vous auriez voulu ajouter quelque chose, poser une question, formuler une remarque par rapport à tout ça?
De plus, non, effectivement, c'est un logiciel qui a très bien su évoluer, hein, comme l'ont signalé la plupart des intervenants, hein, tous les intervenants. Donc c'est un beau produit. Juste avec une petite mise en garde qui rejoint un petit peu celle de Sébastien, il ne faudrait pas que comment dire, l'augmentation des possibilités pêche sur l'efficacité, la stabilité, ce qui fait la force de ce logiciel-là. Donc, on est tous demandeurs effectivement de nouveaux outils, notamment ceux qui ont été proposés par Sébastien. Et c'est vrai qu'un calcul d'isochrone, un calcul de trajectoire, etc., sont des outils qui deviennent de plus en plus incontournables. Mais il faut qu'il reste aussi stable, aussi efficace. Oui, voilà, et toujours aussi facile d'accès, quoi. C'est vrai que c'est un logiciel qu'on utilise maintenant. Je crois qu'Alain a dû garder la mémoire comment dire de nos souscriptions à ce logiciel. C'est vrai qu'on l'utilise depuis de nombreuses années. Alors c'est vrai, moins plus comme boîte à outils, parce que il permet de faire beaucoup de choses sur les transformations, sur plein de manipulations, sur les images raster, les MNT, les conversions de données, les découpages, les choses qui à l'époque n'existaient que par exemple sur RDAS ou des gros logiciels, et qui avec ce logiciel avec Global Mapper, c'était vraiment très simple, très facile à utiliser. Notamment, on en a parlé tout à l'heure, de calcul de courbe de niveau, mais aussi de polygone, chose qui est vraiment super bien gérée dans Global Mapper, sans effet de bord, etc. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment très appréciable. Le nombre de cartes topo avec des vecteurs dessus qu'on en a réalisé, et le fait d'avoir quelque chose qui était très propre, c'était vraiment fantastique. Faire la carte topo de toute l'Amérique latine, par exemple, avec des couches vecteurs comme ça c'est quelque chose qui était extraordinaire, et avec des possibilités justement de finaliser, de simplifier, d'arrondir, etc., avec des attributs. Bon, voilà, ça c'est des choses qui pour nous étaient vraiment très appréciables, quoi. Et une grande facilité de manipulation. Donc voilà, juste la petite chose que je veux dire, voilà. On demande beaucoup de choses à ce logiciel, il faut qu'il continue à évoluer bien, tout en restant toujours aussi simple et toujours aussi stable. C'est noté. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci à vous, merci comment dire, de nous supporter dans nos actions pédagogiques aussi. Il faut le souligner aussi. Mais on est là pour ça. Voilà. Eh ben, merci vraiment, un très grand merci à tous. Je m'adresse aussi au public qui n'a pas pris la parole pendant cette table ronde, mais qui est bien resté présent. J'espère que c'était instructif pour tous. Il est déjà 16h10. Moi, ce que je vous propose, c'est que l'on clôture cette journée avec vraiment un très grand merci encore une fois à vous tous, tous les intervenants, pour vos passionnants partages d'expériences, vraiment. Merci aussi à tous les participants d'avoir répondu présents. Je vais me mettre sur le diapo de fin. Comme en 2020, dont l'enregistrement est d'ailleurs toujours accessible, hein, c'est quelque chose que je disais ce matin, la journée sera mise en ligne très prochainement. Et donc, je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Encore un grand merci. À bientôt pour une prochaine édition. Et puis dans l'attente, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup.